sur B1 pour le compte de l'émission Les Points qui, avec un invité sur plateau bien entendu, traite des questions d'actualité. Il s'agit pour aujourd'hui M. Omari India que nous recevons pour ce soir, qui est un haut cadre de la majorité du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle qui a comme autorité morale Joseph Kabila Kabange. Notre invité a été administrateur à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. India Omari, bonsoir. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. En forme. Oui. Alors, nous sommes aujourd'hui 20 mai, mais il y a 3 jours, on a commémoré les 17 ans de l'AFDL, de l'adhésion de l'AFDL à Kinshasa. Alors, 17 ans après, que peut-on retenir de cette libération? Donc, vous voulez me parler des acquis de la Révolution? Par exemple. Les acquis sont très visibles. Et écoutez, je voulais rentrer un peu en arrière, Madame Magique. Nous avons créé l'Alliance le 18 octobre 1996. Il faut rappeler déjà que vous faites partie de gens qui sont venus avec Mouzé Kabila. On peut avoir une idée, vous avez quel âge à l'époque? Et quelles étaient vos ambitions personnelles en prenant les armes et venir accompagner la troupe du Mouzé à Kinshasa? Madame, j'avais déjà terminé les études à cette époque. Et écoutez, on était dans une ambiance, tu sais, l'AFDL est venu rencontrer pratiquement l'ensemble de, au fait, tous ces gens qu'on appelait opprimés. Les mamans, les agriculteurs, les étudiants. C'est un mouvement qui a englobé pratiquement l'ensemble des gens qui étaient des opprimés. Donc on faisait face à un combat entre opprimés et oppresseurs. Alors, je voulais juste vous dire, l'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est le déterminisme. C'est ce que nous avons fait avec l'Alliance. Nous l'avons créé le 18 octobre 1996. Et c'est que vous avez toujours entendu les protocoles d'accord de l'Éméra. Les gens, les autres qui cherchaient à nuire et qui ne parlent plus parce qu'ils n'ont plus une documentation pour pouvoir brandir au public qu'est-ce que nous avons fait comme accord. Il n'existe pas, un quelconque accord de l'Éméra. Il existe un protocole d'accord qui a fusionné les 4 partis politiques à une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et c'est cette alliance qui avait des objectifs de pouvoir mettre fin à la dictature sanguinaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les brochures de l'Alliance, vous allez vous rendre compte que non, on avait comme objectif de poursuivre les 3 étapes. La première étape, c'était de libérer, donc c'est ce que vous appelez la libération. Donc, il faut libérer le peuple de cette dictature, mettre à la disposition du peuple pratiquement les moyens de liberté d'expression, les moyens de liberté politique, les moyens de liberté économique. Donc, et c'était ça notre combat. Et c'était ça l'étape. Chasser Mobutu et démanteler les pouvoirs. C'était le premier objectif. C'est comme ça que nous avons, et vous avez par tous les moyens, objectif, par tous les moyens, second, c'était lequel? Exactement, par tous les moyens, nous avons pris les armes avec l'ensemble, parce que ce n'était pas seulement une rébellion, c'était un mouvement de libération. C'est ça. Quand vous allez dans les cours des relations internationales, il y a une différence entre une rébellion et un mouvement de libération. Le mouvement de libération, nous avons été assistés. Nous avons été assistés par plusieurs pays. La Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad, et l'Angola. Plusieurs pays. Comme ces pays-là avaient des problèmes avec le maréchal Mobutu, ils sont venus aux rescousse pour pouvoir chasser la dictature. On vous entend parler, on comprend par là que le pouvoir de Kabila, c'est la continuité de la révolution de Mouzé. Exactement. Mais est-ce qu'il y a une entente entre les anciens compagnons de Mouzé et le pouvoir en place? Qu'est-ce que vous appelez compagnons de Mouzé? Le président lui-même, Kabila, est compagnon de Mouzé. Moi qui vous parle, je suis compagnon de Mouzé.
Et c'est la raison pour laquelle... Moïse Congolo aussi. J'ai dit non, écoutez, à un certain moment, Mouzé a dit, nous avons fait une aventure. Tu vois, une aventure peut être dans les bons sens et dans les mauvais sens. Il y a des gens qui entrent dans un bateau, mais c'est même dans l'armée. Mais dans ces bateaux-là, il y a toujours des traîtres, la traîtrise. C'est comme ça que Mouzé a appelé ça conglomérat des aventuriers. Les gens n'ont pas encore pris le sens des conglomérats. Conglomérat signifie quoi en français? C'est un club. Il a considéré que non, beaucoup de gens n'avaient pas l'idéal. Ils sont venus par, au fait, peut-être voir, est-ce que nous allons arriver? Il y a eu parmi nous des gens qui ne croyaient pas que nous pourrions chasser un jour Mobutu. Mais nous, jeunes, on avait le déterminisme, on savait que Mobutu va partir. Et arrivé ici à Kinshasa, ils ont trahi. Ils ont trahi les idéaux. Ils ont trahi, ils sont allés en dehors, à la recherche d'argent, à la recherche des postes, des ambitions démesurées. Ils sont allés à côté. On comprend par là qu'il y a corrélation entre le compagnon de Mouzé et Kabila, qui lui-même aussi est compagnon de Mouzé, comme vous-même aussi. On va parler rapidement du gouvernement Matata, hein, on peut le dire comme ça, parce qu'il est beaucoup de gens pensent qu'il peut être reconduit, qu'il y aura un Matata 2. Alors parlons d'abord de ce gouvernement en place qui a le 9 mai, qui a commémoré avec timidité et si pas dans le silence les 2 ans, alors que la précédente année était quand même, on a fêté ça avec faste. Que peut-on retenir principalement de 2 ans de gouvernance de Matata Ponyo? Madame, je voulais juste vous dire ceci, que ce soit les présidents, que ce soit les premiers ministres, n'aiment pas du folklore. C'est parce qu'on a constaté, lorsqu'il a fêté le 1 an du gouvernement, c'est parce qu'on a constaté, la fête, nous avons encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Les tissus sociaux et économiques étaient détruits par les régimes. On a octroyé des pourcentages aux ministres. Mais madame, on n'a pas fait... J'ai dit... mais tu m'as posé la question et je vais répondre. Allez-y. Madame, écoutez, je vous viens de vous rappeler encore, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Qu'est-ce qui est déjà fait que le gouvernement doit faire. Nous ne devons pas nous engager dans des histoires de fêtes au moment où il y a beaucoup de demandes de la part de la population. Les tissus sociaux et économiques étaient tellement détruits par l'ancien régime de la Deuxième République. Nous sommes en train de réparer petit à petit pour que, tu sais, quelque chose qui a été détruit pendant 50 ans, mais on ne peut pas les reconstruire dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 3 ans. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour ramener les populations au standing que nous sommes en train de vouloir aujourd'hui. Et vos histoires de fêtes, je crois que non, il faut mettre d'abord de côté. Mais qu'est-ce qui a été principalement fait pendant les 2 ans? Madame, on pourrait quitter, j'ai dit, on pourrait quitter ici, c'est parce que vous parlez du régime. Matata n'est qu'un agent. C'est-à-dire, je peux dire, il y a propriété du navire, Matata n'est qu'un matelot, ou capitaine de l'équipe des matelots. Et il fait le travail sur la vision... Je vous pose une question précise sur la gestion de Matata pendant 2 ans. Qu'est-ce peut-on retenir principalement de sa gestion pendant 2 ans? Je vais. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous sommes aujourd'hui en train de continuer la démocratie, de continuer sur le plan démocratique, la liberté d'expression qui est garantie aujourd'hui. On sent l'effervescence au niveau des opinions. Vous voyez, les opinions, les gens ne bloquent pas les mécanismes démocratiques. Les gens s'expriment librement. Au niveau diplomatique, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les indices diplomatiques. Je ne peux pas vous énumérer tout ce que vous avez vu ici, grâce à l'ouverture diplomatique de notre gouvernement. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, nous avons, dans les temps, nous étions très isolés. Aujourd'hui, notre diplomatie a amené à ce que les grandes puissances viennent de notre côté. Vous avez vu avec la guerre du M23. Sur le plan sécuritaire,
nous avons mis fin à quelque chose qui était déjà une épée qui était suspendue sous nos têtes. L'affaire M23 avec les Rwandais. On a montré les capacités de pouvoir résoudre rapidement nos problèmes avec la montée en puissance de notre armée. Notre armée est arrivée à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu motivation, il y a eu mobilisation des fonds qui ont permis à l'achat des matériels, des équipements militaires, qui ont aujourd'hui les motivations, les frais de fonctionnement, les frais fonds spéciaux de recherche, beaucoup de choses qui ont été, en fait, je peux dire, logistiques, qui ont fait à ce que nous puissions gagner la guerre. Et d'ailleurs, c'était l'une des assignations du président pour le gouvernement Matata. Je vais aller sur les routes. Vous voyez, madame, on ne peut pas parler de ça. Les œuvres elles-mêmes parlent des infrastructures de base. Sont aujourd'hui, comme petit exemple, dans la ville de Kinshasa ici, allez au pont Banounou, vous allez remarquer ce qui se passe avec les viaducs. En parlant des infrastructures, ce sont des infrastructures, des façades. Je prends l'exemple des infrastructures routières qui, après cette série de pluies qui vient de s'abattre sur Kinshasa, tout est défendré. Madame, je suis très assis sur votre question. Je suis très assis. Je suis environnementaliste. Je vous le rappelle que la route, la pluie, en fait, se divise en trois. Il peut s'infiltrer, il peut s'évaporer et il peut ruisseler. Je ne vais pas t'amener, nous sommes aujourd'hui, le monde fait face à une menace des menaces. On appelle le réchauffement climatique. En Europe, il y a des inondations actuellement. Je ne peux pas revenir sur ça. Donc, vous allez assister à des catastrophes. Il y a un problème. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer en arrière? S'il faut parler des inondations, comme on parle des inondations, est-ce que vous ne voyez pas que non, la construction, on a fait les plans d'urbanisation dans la ville ici, et on a construit sans tenir compte du plan urbanistique. Donc, quand je vous rappelle que non, les tissus étaient détruits, les gens ont construit partout, ils n'ont même pas laissé ce qu'on appelle les espaces verts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. C'est Kabila qui subit les conséquences d'hier. Et nous acceptons et nous devons y travailler. Les routes que vous appelez les routes sont en train d'être construites aujourd'hui et nous sommes en train petit à petit de les arranger. En Europe, il faut y aller. Regardez les événements qui se passent en Europe aujourd'hui, avec les routes, avec les saisons. Ils assistent. C'est que les inondations que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, ça s'est fait aussi en Europe. Il y a d'abord plus de catastrophes qu'ici. Mais nous, on ne souhaite pas ça. Nous savons que nous sommes en train de faire face. C'est ça le travail du gouvernement, c'est de faire face à des problèmes, des calamités. Et nous sommes en train d'y faire. Les routes aujourd'hui, écoutez, il faut féliciter. On faisait d'ici Matadi un mois. D'ici Bandundu Kikwit, on pourrait faire 1 mois et demi. Aujourd'hui, c'est en quelques heures on arrive. Mais vous n'allez pas féliciter le président Kabila sur ça. Aujourd'hui, il y avait des carences. Il y avait des carences. La gestion de Matata pendant 2 ans. Alors, au bout de 2 ans... La gestion de Matata, madame, je vous ai dit, je suis politique. Ne peut pas se dissocier de la gestion de Kabila. C'est Kabila qui préside les gouvernements. Au bout de 2 ans, la tache d'huile sur les 2 ans de Matata, c'est l'affaire de banque commerciale avec Access Bank. Alors, on a infligé le tort, le problème, les torts ont été infligés. On a accusé, on va dire ça comme ça, on a accusé quelques agents d'Access Bank d'être à base de cette dissolution ou de cette disparition des sommes de l'État. Et si ces personnes qui sont déjà non identifiées, qu'on a envoyées en justice et qui iront en prison, des personnes, j'insiste, non identifiées, ont touché sur les capitales de l'argent de l'État versé à Access Bank. Et pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas touché sur les intérêts? Et pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas touché sur le capital? Madame, je vais vous dire une chose parce que c'est pour notre gouvernement et nous sommes en train de faire un échange. Tu peux me laisser 2 minutes parce que c'est une bonne affaire. Les problèmes Access Bank, comment on est arrivé à découvrir la problématique? C'est le gouvernement, c'est le ministère des Finances qui a
au fait, la loi financière autorise au gouvernement d'ouvrir des comptes, des sous-comptes, donc dans les banques commerciales. C'est comme, d'ailleurs, le Sénat n'est même pas encore arrivé au bout. Oui. Il devait inscrire la question. Le Sénat devait inscrire la question pourquoi la Banque centrale a aussi ouvert des comptes dans les banques privées, dans les banques commerciales. C'est la question qu'on devait aussi poser. La banque aussi, c'est la loi financière qui détermine que le gouvernement peut aussi ouvrir les comptes dans les banques commerciales pour des raisons d'opérationnalité. C'est-à-dire, notre loi nous autorise, la loi autorise au gouvernement, la loi autorise à la Banque centrale d'ouvrir les... Il n'y a pas de problème sur cette affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la banque Access, qui est pratiquement une banque ouest-africaine? Une des banques citées. Oui, la banque qui est citée. Mais au fait, le gouvernement a vu quelque chose qui n'allait pas. On a tripatouillé les comptes, on a volé de l'argent. Le gouvernement s'est plaint. Il a mis la banque en justice. Après que nos amis, là, les commissaires aux comptes de la banque Access, a fait exactement... Qui ne sont pas nommément cités. Attendez, il a fait rapport, il a compris que non, monsieur Eric, je ne peux pas, j'ai des documents ici, ce monsieur et le PDG, donc le DG de cette banque-là, ont volé de l'argent. Et le dossier est en justice. Monsieur Mungoul, ancien procureur général, le sénateur Mungoul, que je respecte beaucoup, il a utilisé, on ne sait pas comment il était en détention des pièces qui étaient déjà en justice. C'est une plainte pratiquement du gouvernement. Et le parquet général était déjà en train d'enquêter pour pouvoir mettre la main sur les auteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du Sénat ont appelé la RFI avant que les débats commencent. Au moment où ils étaient en train de se préparer pour une question orale, on a appelé la RFI pour amplifier la situation parce qu'on en veut à Matata. On en veut au gouvernement Matata. Qui veut à Matata? Mais on a appelé d'abord un des journalistes. J'ai dit, on a appelé un des journalistes congolais qui est correspondant de la RFI, a refusé. On a donné à la dame, une des dames, qui a amplifié la situation pour faire fuir les capitaux extérieurs, pour dire que non, voilà, les gouvernements, nous avons une mauvaise image, que voilà, au Congo, il n'y a pas un leadership, il n'y a pas une gouvernance. C'était leur objectif. Ils ont amplifié cette histoire pendant 2 jours. Heureusement, nous avons commencé, on a étalé la vérité. Voilà les documents. Regardez les documents de la RFI. C'est ça les documents. On a écrit, et celui qui a envoyé ce document, son nom est là. Je ne sais pas, madame, si tu peux lire. Alors, vous traitez... Écoutez, dans les documents, voilà les documents, les rapports. Ici, on écrit ici. Access Bank RDC et SARL. Rapport des commissaires aux comptes de Access Bank. Mais dans les documents, on a triché. Au lieu de dire Access Bank, le rapport de Access Bank, on a écrit ici, au document de la RFI, rapport des commissaires aux comptes sur le ministère des Finances de la RDC. Donc, regardez la tricherie. Les gens qui étaient dans la Deuxième République, comment ils se comportent. Ils envoient ce document à la RFI. Qui a triché? J'ai dit, regardez, madame, tu peux lire. C'est un document de la RFI. Est-ce que tu peux lire le nom qui est assuré ici, par la RFI? C'est un sénateur. Il est responsable du... Tu as vu? C'est un document authentique. Je peux vous laisser. Lisez. Est-ce que vous pouvez lire? Nous ne voyons rien. Vous pouvez lire? Alors, c'est M. Kengo Adondo, c'est le président du Sénat non, qui vous accuse de tricheur. Je dis ceci. Moi, je suis madame. Je ne l'accuse pas. Regardez, je vous dis, ça, c'est un document authentique de la RFI. Alors, ça veut dire que... C'est-à-dire, que cette affaire est fausse. Je dis ceci, madame, les gens auront honte. Le gouvernement n'a jamais touché. Et quand vous regardez ça... Mais quelle est la part de la population dans tout ça? Si au plus haut niveau de l'État, on doit fonctionner comme ça. J'ai dit ceci, madame. Ni le ministre délégué des Finances, ni le Premier ministre, quand vous regardez, vous suivez même là-bas, au niveau des Access. Ce sont des histoires de 3 000, 20 000, 4 000, 30 000, ainsi de suite. Ils n'ont jamais, ce ne sont pas eux.
Et le péché, c'est de pouvoir dénicher les mal et aller porter plainte à la justice contre les agents qui se sont compromis dans cette affaire. Il paraît-il que ces agents-là qu'on veut faire fuir, ce sont des cousins à tel ou à tel. Nous sommes en train de fouiller cette affaire. Alors, pour amplifier l'affaire, on voulait attribuer les mal au gouvernement parce qu'on ne veut pas. On veut forcer la main. Mais puisqu'il s'agit du ministre de Finances, qui aussi fait partie du gouvernement, oui. Est-ce que c'est une excuse de dire que Kengo vous en veut? J'ai dit ceci. Moi, je ne cite pas les noms. Vous constituez ça comme une excuse alors que le problème est réel. Madame, je suis en train de vous dire des choses. Nous sommes en politique. Et on vous dit des choses qui sont des choses vraies. Voilà. On ne trompe pas. Ce n'est pas aujourd'hui l'avenir, l'histoire ne saute pas. Nous sommes en train de vous dire des choses qui sont vraies. Il y a quelqu'un qui avait dit dans la vie, qui est encore en politique, que vous connaissez, vous allez les citer, il avait dit que tous les hommes politiques doivent avoir les mains sales dans son discours. Nous allons vous étaler ce discours d'un homme politique qui a, à cette époque, avait coupé la bourse, ma bourse à moi, comme étudiant, avait coupé les bus, il avait coupé aussi... Mais on se souvient que on se souvient que la révolution de Mouzet, c'était la révolution pardon. Nous avons pardonné. Vous n'avez pas pardonné quand vous refusez les choses anciennes. Alors, on va parler du gouvernement. Mais est-ce que les criminels vont... On comprend que c'est une affaire personnelle. J'ai dit, est-ce que les criminels... On comprend par là que c'est une affaire personnelle. Madame, est-ce que les criminels... en justice, on attend la... Mais pourquoi faire des bruits au Sénat au moment où l'affaire était en justice? Les sénateurs... Nous avons ne sont pas exclus à interpeller le gouvernement. J'ai dit ceci, madame, nous avons ce qu'on appelle quatre institutions de la République. Et nous avons 3 pouvoirs. Dans les 3 pouvoirs, il y a ce qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Quand un dossier est en justice, au niveau des Sénats, on devait s'abstenir. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit aujourd'hui que non, depuis aujourd'hui, j'ai entendu hier, on dit non, on ne va plus faire l'enquête. On ne va plus faire l'enquête. Le gouvernement a dit, nous voulons... J'ai dit, je te le dis, c'était une histoire, c'était de viser, parce qu'on n'en veut pas. Vous savez, les élections ont commencé déjà. Bientôt, ce sera le gouvernement de cohésion nationale. Est-ce que tu peux me laisser quand même terminer ma phrase? Terminer rapidement, oui. Puisqu'on doit parler d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on veut la gouvernance. Quelqu'un qui reste sur sa maison peut faire payer au gouvernement 19 000 $ pour... Calculer 19 000 par mois pour une maison dans la ville de Kinshasa ici, fois à 12 mois, fois 7 ans, ça fait combien? C'est combien d'argent qu'on peut payer aux choses? C'est comme ça. Nous félicitons. Nous félicitons. Vous parlez de qui? J'ai dit ceci, nous félicitons. Vous parlez de qui? Et regardez, c'est comme ça la gestion. C'est qui est resté dans sa maison pendant 7 ans et fait payer le loyer à l'État? Mais ce sont nous avons parlez de qui? Madame, vous voulez que je te montre les pièces? Vous abordez des questions qui ne vous aident pas, que je n'ai pas posées. Alors si vous voulez parlez précisément. C'est pour vous dire c'est qui est resté dans sa maison pendant 7 ans qui fait payer 19 000 $ par mois à l'État congolais? Je voulais comparer. Si vous ne pouvez pas parler précisément, alors ne dites rien. Madame, je voulais juste vous dire ceci. Regardez la gestion ancienne par rapport à la gestion d'aujourd'hui. Vous avez vu le président Obéminakou, il a quitté sa maison pour aller rester dans une maison de l'État. Vous avez vu le président Matata et le premier ministre Matata. Est-ce qu'on peut rester dans la gestion des comptes de l'État dans des banques commerciales? L'affaire Access Bank. Ceux qui ont été introduits ou qui sont instruits en justice, qu'on ne cite pas les noms, qui ont touché aux intérêts, mais pas au capital de ces comptes. Est-ce que cela est-il vrai? Est-ce qu'ils sont en complicité avec ceux qui viennent déposer l'argent dans des banques? C'était ça ma question, monsieur. Madame, nous avons les rapports, nous avons tous les documents ici. Nous allons mettre ces documents à votre disposition pour conclure. Vous savez, on ne force pas un homme, une femme. Il faut laisser l'homme la liberté de pouvoir choisir lui-même sa femme.
pour des raisons de sécurité. Vous m'avez demandé tout à l'heure à quand le gouvernement de cohésion nationale. Est-ce que c'est une affaire, le président, c'est un homme correct. Un homme, quand il promet, il le réalise. Sur cette question-là, il a dit, et il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Il a promis. Et ne fait pas trop de bruit. Alors, le gouvernement quand vous faites trop de bruit sur le plan sécuritaire, on doit déjà commencer à imaginer que non, ce monsieur-là, vous savez que non, Matata n'est pas venu Matata n'est pas venu parce qu'il y avait il y a une cohabitation où il y avait un certain sanity. Matata a été choisi par le président de la République. C'est le président. Il ne nous reste que 10 minutes. Et c'est le président qui l'a choisi. Donc il faut laisser. Il ne nous reste que il faut laisser minutes. le temps aujourd'hui. Nous sommes en train de voir la matérialisation de la vision du président de la République, qui est la révolution de la modernité, en train de se matérialiser. Et il y a John Kerry qui est arrivé ici. Il a applaudi le travail qui est en train de se faire en RDC. On va parler des refoulés de Brazzaville. Oui, madame. Je suis tout à fait... On va parler des reflets de Brazzaville. Merci. On doit gérer le temps puisque vous ne voulez pas. Non, ben je veux bien. C'est la dialectique qui s'est faite autour de nous. Hein. Alors, les refoulés de Brazzaville sont affamés en ce moment que nous parlons. Tout ce que vous dites ne sert à rien pour ces personnes-là parce qu'ils sont affamés. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, comment est-ce que le gouvernement entreprend la survie de ces personnes-là qui sont délocalisées vers Maluku en ce moment? Écoutez, dès qu'on a annoncé qu'il y a eu une quelconque opération qui s'appelle Mbata Yamukolo, on était en train de réfléchir. Le président a pris des précautions et il a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour accueillir nos frères. Ce sont nos frères. Nous avons regretté, le gouvernement ainsi que le président de la République, qui est très soucieux de la population congolaise à travers le monde entier et au niveau interne, à disposer des moyens logistiques et des moyens, des moyens moraux, donc, pour que nos frères soient bien accueillis. Et ça a été démontré. Vous avez vu au Beach Ngobila la présence de hauts cadres, aux responsables étatiques. Mais quelle sera l'issue de cette situation? Aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la ville de Kinshasa, on a déplacé les gens de l'endroit qui était de la ville vers la périphérie de Kinshasa. Et au moment où je te parle, il y a déjà des délégations des provinces qui rentrent chez eux. Petit à petit, la province... des provinces. Et en fin de compte, ceux de Kinshasa resteront toujours. Alors, qu'est-ce qui est prévu de Kinshasa, madame, pour ceux de Kinshasa? Est-ce qu'ils demeureront toujours à Maluku? Et comment faire pour nourrir ces personnes-là, puisque pendant que nous parlons, ils sont affamés? On a intensifié les choses de la manière journalistique, parce qu'on veut nuire. Il y a des choses, c'est une situation imprévisible qui n'a pas été prévue, mais qui se prennent. Parce que le gouvernement est responsable aujourd'hui. Nous sommes en train de faire face à ça. Et ensemble avec les organismes. Même en Europe, même aux États-Unis, quand il y a calamité, il y a des problèmes comme ça, il y a toujours une cellule de crise qui se met en place, même en France, une cellule de crise qui se met en place pour pouvoir faire face. Et nous, aujourd'hui, le travail que le ministre de l'Intérieur est en train de faire fait face avec le ministère de la Santé, vous le voyez, le ministre des Affaires sociales et humanitaires, et le gouvernement s'y met de manière à ce que d'ici là, tous nos compatriotes là vont rentrer dans leur pratiquement à province d'origine. Donc, nous avons regretté d'abord l'acte que les autorités brazzavilloises ont fait. Nous avons beaucoup de Brazzavillois ici. Mais alors, qu'est-ce qui reste de cette relation entre Kinshasa et Brazzaville? J'ai dit ceci. En ce moment-ci. Et je suis en train d'apprendre que non, le président rwandais va venir les 4. Il y aura quelqu'un d'autre qui va aller, les 2. Aujourd'hui, on m'apprend qu'il y a 5 vols par semaine qui quittent Kigali vers... on ne sait pas. Peut-être
il y a eu, au fait, on était en train, si on doit on peut dire comme ça que Kinshasa est toujours floué, parce que lorsqu'on a appris la mort de Oudjani, Kinshasa a été surpris de savoir que Oudjani était encore en liberté au Congo-Brazzaville. On peut dire que Kinshasa est toujours floué dans les relations entre ses voisins. Madame, c'est regrettable. La plupart des petits pays ici, qui sont tout aux environs de nous, d'ailleurs, la question que nous nous posons, Bata à Mukolo, est-ce que c'est la RDC qui est à Mukolo ou bien c'est la RDC qui est petit? Question mark. Mais je voulais juste vous dire ceci, que non, c'est un problème de leadership. Quand nous sommes en déstabilisation ici, les autres pays se sentent heureux. Et ils veulent jouir de notre déstabilisation pour faire face, pour avoir la jouissance au niveau de la scène internationale. C'est un problème de la géostratégie. Madame, je m'excuse. Vous parlez de l'arrivée du président rwandais à Brazzaville, vous sous-entendez une sorte de complicité dans cette affaire? Peut-être dans cette histoire ici, il y avait eu... C'est que nous sommes en train d'aller. Regardez, on a tué Oudjani qui était en prison. Peut-être, selon moi... Qui était en liberté pour en prison. Il ne jouait pas des mouvements de liberté, des manœuvres de liberté, des mouvements. Il ne joue pas de ça. Parce que les autorités brassavilloises nous ont dit que non, Oudjani est en prison. Mais on s'est rendu compte que non, Oudjani a été armé. Mais ces armes-là, qu'eux estiment, prétendent que Oudjani avait des armes. Peut-être on voulait envoyer Oudjani dans les clics ici, des gens qui étaient en train de venir, pour que Oudjani vienne faire ensemble avec les autres un coup de force dans la ville de Kinshasa. Alors malheureusement, peut-être Oudjani a refusé et on l'a abattu pour n'a pas répondu aux injonctions de nos amis, de nos frères, qui ont peut-être des rancunes vis-à-vis de nous. Vous savez, il y a un président qui avait dit, un jour, dans les Jeunes Afrique, il a dit pourquoi vous avez une dent contre la RDC. Il a dit non, j'ai une dent contre le président Kabila, le papa, parce que je lui avais demandé les armes, il m'avait promis, et puis à l'avènement, il ne m'a pas donné les armes. C'est dans les Jeunes Afrique. Écoutez, ce que je veux vous dire. Ce sont les propos de qui? Aujourd'hui, qui crée les massacres des Congolais à Brazzaville? Qui est responsable? Quand nous avons refusé aux concertations nationales de ne pas les mettre comme médiateurs, les gens ont voulu. Aujourd'hui, je suis très content de voir l'opposition entrer là-dedans. Il y avait même mes amis, les parlementaires de l'opposition, qui voulaient arriver au coup avec les parlementaires de Brazzaville. Tu vois pourquoi on n'a pas montré les films de nos amis qui sont partis à Brazzaville? Donc, au fait, je voulais vous dire ceci, que non, il y a eu quelque chose qui voulait s'organiser. Merci beaucoup à la vigilance de nos services de sécurité qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à subir ce qu'on voulait nous donner comme coup ici. C'est un truc qui était... Vous ne voyez pas. On voulait organiser un coup de force dans la ville de Kinshasa. Et mais nous avons... Qui a échoué, on peut dire. Ils ne vont pas oser. Alors, on peut dire maintenant, au stade actuel, que la relation entre Kinshasa et Brazzaville... Je dis ceci, elle est tumultueuse, compte tenu des actes que l'autre là, qui est général, qui a encore des problèmes, de l'affaire du beach, c'est lui qu'on a vu s'exhiber, qui a même dit que lui a appris, il a été dans l'armée, il a été formé au Congo, il était dans une des ambassades du Congo, ici, dans leur représentation à cette époque. Il s'est exhibé dans ce genre de choses. Nous attendons, nous allons nous constituer. Notre pays va se constituer un État, à une partie civile. Parce qu'il s'agit de massacres. Nous avons des images, nous avons des preuves, et on attend. L'affaire Beach n'est pas encore finie, on va attendre. Et nous sommes en train de demander à la CPI, parce qu'il s'agit d'un cas de flagrance. La CPI pourra avoir des pièces justificatives, et d'ailleurs nous sommes petit à petit en train de pouvoir ramener la CPI pour venir s'enquérir de cette situation-là et voir au clair qu'est-ce qui ne va pas. Nous n'avons pas les Congolais. Voilà. Écoutez, nous avons,
Nous avons des gens ici, des Brazzavillois qui sont ici. Mon voisin, en face de moi, à côté de moi, c'est un type un pétrolier de Brazzaville. Ce sont les Brazzavillois qui sont en train d'acheter. Vous avez déjà vu un Congolais aller là-bas, acheter des maisons? Ouais. C'est eux qui viennent ici parce que peut-être ils sont en train de se dire dans la tête que non, un jour, nous risquons de fuir pour aller au Congo. Ouais. Mais ils commencent à tuer les Congolais comme ça. D'accord. Oui. Mais les voisins, mon voisin, c'est un type qu'on chante. Il est pétrolier ou quoi, tout ça. On chante. On chante par des musiciens. On ne parle pas des individus. J'ai dit, nous, on n'a pas. C'est pour vous dire ceci. Les Congolais sont hospitaliers. Nous ne sommes pas un État voyou. Nous sommes un État responsable. Et nous avons souscrit aux accords, aux traités internationaux. Nous sommes encore en train de continuer. Nos frères mes frères Brazzavillois qui sont encore ici, sont en sécurité. Nous n'allons pas répondre le mal par le mal. Voilà. On a appris que Mukungubila a été arrêté en Afrique du Sud. Vous pensez vraiment qu'il sera extradé à Kinshasa, puisqu'on a demandé à ce qu'on puisse extrader le général Monene, ce qui n'était pas fait. On a demandé Kunda, ce n'était pas fait. On a demandé Oudjani qu'on a tué. Ce n'était pas du tout fait. Est-ce que vous pensez cette fois-ci que Mukungubila sera extradé à Kinshasa? Écoutez, madame, c'est de la volonté. Hein, en fait, nous savons que c'est de la volonté. Avec Brazzaville, nous avons signé un traité d'extradition qui n'est pas respecté avec Brazza et Angola. Et avec l'Afrique du Sud, je crois que non, il s'agit d'une affaire de bonne foi. Nous pensons que notre exigence, c'est que le type-là a fait tuer beaucoup de gens ici. Nous pensons qu'on va l'extrader. Nous sommes, tu sais, la diplomatie a plusieurs facettes. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie secrète. Nous pensons que l'Afrique du Sud, compte tenu, au fait, tu sais, aujourd'hui dans la région, il est pratiquement un grand pays. C'est un grand pays, au fait, qui pourra, qui mène la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est l'affaire de Mukungubila, Mukungubila est récupéré comme un terroriste. C'est ce qu'il a fait ici. Et nous pensons, nous l'avons connu comme un homme mystique à cette époque, quand on étudiait. Il avait toujours des problèmes, des problèmes d'armes. Nous pensons que non, on pourra l'extrader. L'Afrique du Sud pourra voir, dans la mesure du possible, comment l'extrader à la République démocratique du Congo pour subir la rigueur de la loi. D'accord. On va parler des élections avec Malou Malou, qui va publier dans 2 semaines le calendrier électoral. Mais avec quel mode de scrutin va-t-il procéder pendant que nous savons tous que le Parlement ne s'est pas encore prononcé? Et madame, ce que vous devez faire, je suis très content du fait que nous, je vis déjà les annonces dimanche. Et hier, la CENI a entamé des journées de portes ouvertes. C'est une manière démocratique de pouvoir rassurer les uns et les autres de ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est là, la nouvelle CENI ici. Et je pense que non, on va faire appel à l'opposition, à la majorité, à la société civile pour se rendre compte et travailler ensemble afin de fiabiliser les fichiers électoraux, donc les fichiers électoraux. Et aujourd'hui, il y a des questions que la CENI est en train de poser au ministère de l'Intérieur pour qu'il détermine les entités. Pour que la CENI, à son tour, nous avons connu en 2011 des problèmes. La CENI qui va procéder déjà à la publication du calendrier électoral, avec quel mode de scrutin? J'ai dit, madame, écoutez, la question a déjà été abordée au niveau du Parlement. C'est-à-dire la CENI a déjà... Mais le Parlement qui ne s'est pas encore prononcé jusque-là. Madame, la CENI a fait son travail selon les recommandations, selon les missions de la CENI. Il avait déjà déposé la loi au niveau du Parlement. Et c'est au Parlement des pouvoirs. D'ailleurs, la session ici, c'est une session inscrite. On va inscrire cette question à l'ordre du jour. Nous entrons dans une session qui va aborder cette question. La CENI a déjà fait son travail à ce niveau sur la problématique du mode de scrutin universel indirect. Et il s'agissait, nous sommes en train d'attendre la dialectique, en fait, qu'on aborde la problématique pendant la session. Mais pour le moment,
Ce qui est utile, c'est que la CENI a dit, les 27, il va publier les calendriers. Et il a dit, les élections locales, ce n'est pas à négocier. Nous commençons le processus électoral la continuité du processus va commencer avec les élections locales en 2015. Donc, déjà, vous devez vous mettre en tête que non, les élections en 2015 commencent par les élections locales. Et tous, nous sommes à l'unanimité pour que les élections, qu'on continue le processus. Qu'on arrive à achever le processus. En 2015, nous allons commencer par le processus. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé actuellement. Dès qu'on va terminer à identifier pratiquement les entités territoriales au niveau du ministère de l'Intérieur, la CENI pourra déterminer, pourra fixer les circonscriptions électorales. Et ce travail-là, bientôt, va commencer. Et pour en finir, il a fallu fiabiliser les fichiers. Et en fiabilisant les fichiers, il faut faire appel aux partenaires. Qui sont les partenaires de la CENI? L'opposition, la majorité, la société civile et les autres organismes internationaux et nationaux qui vont venir pour regarder la marche. Et ça, je pense que non, la démarche de Malou Malou, la démarche de Pungwe et les autres membres de la plénière, c'est une meilleure démarche, c'est une démarche purement démocratique qui veut à ce qu'on arrive à avoir des élections transparentes et démocratiques. Et c'est ce qui est souhaité, des élections apaisées. Donc, quand tu es déjà informé sur ce qui va devenir demain, tu seras apaisé. Et je pense que non, c'est la manière. Quand il n'y a pas d'information, on agite les événements électoraux. D'accord. Alors que pensez-vous, on est vraiment à la fin, hein, c'est la dernière question, si vous pouvez être bref. Que pensez-vous de la commission d'intégrité et moralité électorale mise en place par la CENI, alors que nous savons tous que les partenaires de la CENI, qui sont aussi les opposants, disent que le vrai problème, c'est Malou Malou. Est-ce que ce n'est pas une façon de flouer la vigilance? Madame, le problème, je ne comprends pas Malou Malou, Malou Malou. Donc, ça devient une chanson. Le vrai problème, Malou Malou ne travaille pas seul. Malou Malou a une équipe qui était choisie par la majorité, par l'opposition et la société civile. Mais pourquoi nos amis là n'ont jamais... Ils travaillent toujours avec Malou Malou. Ils ne se sont jamais soustraits. Mais les candidats qui sont partis là-bas, on a pris le contrôle sur les éléments qui sont partis à la CENI. Mais nous avons, même si on dit que ces éléments sont neutres, mais ils ont quand même le cœur et l'âme. Ils cohabitent toujours, ils mangent avec nous, ensemble. Pourquoi quelqu'un que tu as envoyé, pourquoi vous n'avez pas de crédit? Vous n'avez pas confiance à la personne que tu as envoyée. Malou Malou n'est pas seul. Il ne peut pas diriger la CENI seul. Il y a des gens qui sont là, intelligents, qui sont dans la plénière, qui sont dans l'équipe de Malou Malou. Parfois, parce que c'est Malou Malou qui engage la CENI, il est chef. Mais avant qu'il y ait une proposition, qu'il y ait une décision, la décision de la CENI part à travers une discussion au niveau de la CENI. Des propositions sont faites. Oui. Que pensez-vous de cette structure? Cette structure, c'est l'intégrité de médiation électorale. Madame, c'est une meilleure structure. Vous savez, et je crois que nous, à la longue, avec cette structure, nous allons à déclasser un certain nombre de politiciens qui sont dans des vies, au fait, des vies de détournement, vies de concussion, vie de viol, vie de vol, comme c'est le cas que nous sommes en train de vivre actuellement. Je pense que non, tu ne peux pas aller à l'élection au moment où tu as des mains sales. Tu ne peux pas aller aux élections où tout le monde, l'ensemble de la population croit en toi. Tu dois être un monsieur qui est crédible, un monsieur qui est intègre. Et ces gens-là, nous voulons aboutir à quoi? Nous voulons aboutir, cette commission, c'est l'aboutissement de cette commission, c'est des élections, avoir des élections de qualité, des élections apaisées, des élections, même si, au fait, on ne peut pas atteindre l'unanimité, mais la majorité pourra accepter les résultats de ces élections. C'est ça la démarche. Donc, il faut être très apaisé que le travail qui est fait aujourd'hui. Et je félicite la vigilance de nos amis de la majorité, de l'opposition, de la société civile, qui veillent, parce qu'il s'agit de notre destin. Les élections, ok, ce n'est pas une panacée,
Mais les élections, c'est un moyen pour arriver à des finalités, à des résultats escomptés. Il y a des pays qui n'ont pas des élections, mais qui vivent très mieux. On ne dit pas seulement que non, écoutez, il faut des élections. Mais nous voulons des élections parce que c'est le destin. Nous sommes en train de chercher la vie, la meilleure vie et la qualité des dirigeants qui vont être aux commandes de cette ces pays. République. D'accord. Monsieur Omar, je vous dis merci. Et c'est moi qui vous remercie. Alors, merci aussi à vous. Vous pouvez revoir cette émission demain, 7h, jeudi, 23h. Entre-temps, le prochain rendez-vous, c'est le mardi à 20h30. Portez-vous bien.